Cactus, l'entretien du jour accueille aujourd'hui la béninoise Rekia Madougou. Experte en finances inclusives, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, ministre de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes. Avec elle, nous évoquons notamment la place des femmes dans les cercles de pouvoir en Afrique et sa vision du développement du continent, son engagement dans la vie politique béninoise. Rekia Madougou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur YouBiz News. Vous côtoyez, tutoyez les puissants au cœur de l'Afrique. Est-ce que vous diriez, à l'instar de ce qui se passe en Europe, que les cercles de pouvoir sont à ce point misogynes? Très peu de femmes. Absolument, absolument, monsieur Mévégué. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau et je dois hélas confirmer que les cercles de pouvoir sont de plus en plus misogynes et que malheureusement les raisons qui tendent à le justifier ne sont pas des raisons valables, parce que souvent on explique que les femmes dans les cercles de prise de décision ne sont pas suffisamment visibles, ce qui est absolument faux, même si par ailleurs la question de l'éducation des jeunes filles se pose d'acuité sur le continent. Mais il est important de préciser qu'on a besoin de créer une forme de réseautage très très puissante qui puisse définitivement inciser le mal, d'une part à la racine avec l'instruction des jeunes filles, mais d'autre part aussi en termes de loi et surtout de capacitation, parce qu'une chose est d'avoir des femmes. Vous parlez de loi, vous pensez à des quotas? Alors moi je ne suis pas totalement favorable aux quotas, bien qu'il faille effectivement peut-être passer à des étapes graduelles, à une sorte de gradation positive. Je pense qu'il nous faut imposer notre droit. Et imposer notre droit revient à revendiquer l'égalité qui est prônée dans toutes les constitutions modernes. Dans les lois fondamentales, l'égalité est un acquis. Et donc pourquoi aujourd'hui on parlerait de quotas qui reste une étape intermédiaire avant d'arriver à une parité qui est due par les droits de l'homme, tout simplement, homme grand H. À moins de 40 ans, vous avez cumulé plusieurs mandats ministériels, garde des Sceaux, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, ministre de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes. Quel est votre marabout? Mon marabout, c'est mon travail, c'est la témérité, c'est la foi en moi, mais c'est la foi également en un être tout-puissant qui est au-delà de ma propre volonté. Vous êtes une exception qui confirme cette règle. On voit que quelques femmes accèdent aux plus hauts échelons des États. Elles sont encore très peu nombreuses. L'Afrique n'a pas l'apanage de la phallocratie. C'est important de le signaler parce qu'il y a toujours une forme de stigmatisation de notre continent. La solution pour vous passe par quoi? Par l'éducation? Absolument. Pour moi, la solution qui est fondamentale passe par l'éducation, parce que figurez-vous, sur le continent aujourd'hui, 52% des femmes qui ont plus de 15 ans ne sont pas instruites. Et donc forcément, lorsque le fossé se creuse déjà à la base, lorsqu'on arrive au niveau justement de la représentativité des femmes, au niveau des instances de prise de décision, il est normal qu'on constate justement cet écart. Et donc pour moi, le plus important, c'est de commencer d'abord par l'instruction, l'éducation, mais ensuite, il y a aussi la question du militantisme, parce qu'une chose est d'être bien formé, d'avoir une tête bien pleine et bien faite, mais une autre est effectivement de s'illustrer dans du militantisme autour de causes valeureuses, de causes nobles, qui puissent fédérer un ensemble d'énergie et en même temps des causes qui puissent faire adhérer un certain nombre de personnes qui se reconnaissent en vous, qui voient qu'effectivement votre résistance, votre action les aide et les fait passer d'une étape A à une étape B, qui est une évolution de la société à laquelle vous appartenez. Et donc ce qui est important, c'est d'une part effectivement avoir une bonne formation, mais d'autre part également, c'est avoir du militantisme. Le militantisme, il n'est pas seulement politique, il peut être très associatif, il peut être également un militantisme économique, mais en tout cas sur des sujets qui puissent faire évoluer la communauté à laquelle on appartient. On va y revenir, parler économie, mais petit rappel, un homme sur deux à l'échelon de la planète est une femme, et l'Afrique tient le haut du pavé de la représentation parlementaire dans certains États, loin devant la France, c'est le cas notamment du Rwanda, de l'Afrique du Sud, et on peut citer aussi le Mozambique. Vous êtes considérée comme l'une des plus grandes spécialistes, une experte de la finance inclusive. Vous pouvez définir en quelques mots ce concept de finance inclusive? Alors, la finance inclusive, c'est tout simplement une réponse d'aplomb à l'exclusion financière. Et l'exclusion financière, c'est quoi? C'est la difficulté justement que les populations défavorisées ont à accéder
à des ressources pour mener des activités génératrices de revenus, s'autonomiser et améliorer leur existence. Il faudrait dire que sur le continent, 90% des entreprises du secteur privé sont des PME, mais 90% de ces PME sont des très petites entreprises. Et donc aujourd'hui, nous avons les banques qui sont là pour financer les PME, mais la majorité en vérité constituent des très petites entreprises qui n'ont malheureusement aucune structure pour les accompagner. Parce que d'abord et avant tout, nous sommes dans le contexte du social business, comme le dit le professeur Mohamed Younous, qui est effectivement ce pionnier en matière de microfinancement. Et donc, il est important de créer des canaux qui permettent de financer la toute petite économie, mais qui, en définitive, emploie la majorité de la population africaine. Et qui se trouve dans l'informel. Mais pour pouvoir faire passer les gens de l'informel au formel, il faut les aider à formaliser leurs entreprises, leurs initiatives, leurs projets, leurs micro-projets, les micro-entreprises. Mais pour le faire, encore une fois, il faut les aider à mener ces activités. Il est absolument important de pouvoir créer des instruments, faire de la promotion autour d'instruments inclusifs de croissance. Écoutez, on parle de taux de croissance de 3% en termes donc de perspective pour 2003 pour le monde, mais en même temps, on parle de taux de croissance pour l'Afrique en 2015 en termes de perspective qui tournera autour de 7%, ce qui est effectivement absolument louable comparé au taux de croissance de la vie du monde. Mais ce qui est important, c'est que pour que cette croissance-là soit véritablement profitable pour la majorité de la population africaine, encore faudrait-il que cette croissance soit inclusive, d'où le rôle effectivement et l'émulation que nous essayons de créer autour de la notion de l'économie inclusive, qui puisse effectivement associer, mettre en branle un certain nombre de populations. On ne peut plus vous arrêter, hein, c'est une experte, on vous avait prévenu. Oui, mais ça me passionne, ça me passionne. Vous êtes porté par la passion et la fougue. Absolument. Vous côtoyez des éminences, des dirigeants, les plus hautes institutions du continent. Vous conseillez certains chefs d'État, surtout pas de langue de bois, vous êtes sur YouBiz News. Est-ce qu'il n'est pas question de stigmatiser ou de donner un mauvais label de qualité à la majorité des chefs d'État, mais est-ce que vous considérez qu'ils pensent réellement à leur peuple lorsque les infrastructures essentielles ne sont pas encore postées, lorsque la majorité de la population n'a pas accès à l'éducation, à la santé, alors que nous sommes le continent de tous les possibles et que les relais de croissance les plus importants se trouvent dans ce continent? Je vous repose la question, est-ce que les hommes que vous conseillez pensent réellement à leur peuple? Écoutez, moi je suis totalement ravie de vous dire que lorsque je rencontre ou j'ai le privilège de rencontrer des chefs d'État africains, je puis dire que la majorité a véritablement conscience de ce que de toutes les façons, il faudra faire bouger l'Afrique. La majorité a conscience du fossé qui existe entre la réalité et les cieux vers lesquels il faut qu'ils fassent avancer leur pays. En revanche, une chose est donc de prendre conscience de la réalité, une autre est de pouvoir créer les instruments efficaces pour résoudre les constats faits. Et une autre également est d'en avoir les coudées franches. Et c'est là où la question se pose. Malheureusement, sur le continent, il y a des pays qui, ma foi, sur la base des accords internationaux qu'ils ont pu signer ça et là, se retrouvent limités et justement... Les accords de partenariat économique qui vont paupériser les populations africaines, est-ce que c'est normal? Absolument. C'est signé par les chefs d'État. Et pire, moi, mon combat aujourd'hui, c'est d'exiger que définitivement... la question des principes de la déclaration de Paris relative à l'efficacité de l'aide au développement soit respectée. Parce que la déclaration de Paris a prôné ceci. Elle a prôné que aussi bien les pays donateurs que les pays bénéficiaires de l'aide puissent respecter un certain nombre d'accords. Est-ce que l'Afrique a encore besoin d'aide? En tout cas, à partir du moment où cette aide-là existe, la moindre des choses, une fois qu'elle existe, la moindre des choses, alors on peut encore discuter de l'utilité ou non de cette dette, mais je ne m'en tiens même pas encore à cette utilité-là, parce qu'effectivement, le débat est très ouvert sur la question et j'ai ma propre opinion. Mais je dis, pour l'instant, cette aide-là, elle est injectée à coups de milliards sur le continent, mais elle ne sert strictement à rien pour des raisons essentielles que les parties ne respectent pas les principes autour desquels elles se sont entendues. En l'occurrence, moi je veux rappeler deux principes essentiels, il y en a plusieurs, mais deux principes essentiels qui ne sont pas du tout respectés et qui plombent l'Afrique et qui d'ailleurs paupérisent l'Afrique. Par exemple, la question de l'alignement. La question de l'alignement est très essentielle en termes de principe. Elle dit tout simplement que
les pays donateurs, lorsqu'ils arrivent dans les pays, doivent s'aligner sur les stratégies nationales parce qu'il n'appartient pas à un partenaire au développement de venir indiquer les orientations stratégiques autour desquelles il faut organiser ou financer l'aide. Et or, ce qui se passe, c'est que malheureusement, parce que les pays, justement, les gouvernements, j'en ai fait partie et je sais comment le manque de ressources, surtout pour les pays qui n'ont pas de ressources naturelles, je peux vous dire comment effectivement financer le budget national est très difficile. Et donc ces pays, malheureusement, pensent qu'ils sont obligés, pour effectivement capter un peu de ressources et financer leur budget, sont obligés de signer tout et n'importe quoi. Je dis non. En tout cas, personnellement, j'en ai fait l'expérience pendant que j'étais au gouvernement. J'ai eu à refuser certaines aides, malgré qu'on a essayé de me faire passer pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on injecte des ressources. Je dis toutes les ressources ne sont pas bonnes pour le développement d'une nation, bien au contraire. Un deuxième principe qui est très important, sur lequel je voudrais quand même m'appesantir un petit peu, c'est le principe de la préférence nationale. Parce que, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que vous avez des partenaires au développement qui viennent, qui disent qu'ils veulent vous prêter de l'argent ou qu'ils veulent vous mettre des ressources à disposition, à supposer même que ce soit gratuit. Je prends même ce cas-là. Il n'est pas normal. Exactement. Il n'est pas normal qu'on vous mette des ressources à disposition et qu'on vous impose que le cabinet qui permettra, par exemple, de faire une étude, voilà encore une autre supercherie, on vous injecte de l'argent pour faire du développement, mais vous remarquez finalement que 75% de ces ressources vont servir, soi-disant, à des études. Et par ailleurs, derrière, qui c'est qui mène ces études, ce sont des cabinets qui viennent de ces pays du Nord. C'est la faute des Africains eux-mêmes. Et justement, moi j'ai démontré que ça peut être possible. J'ai tapé du poing sur la table et on a dû renégocier plusieurs contrats et expliquer qu'effectivement, on a de la matière, on a des expertises avérées sur le continent et on peut faire avec. L'essentiel des ressources minérales, minières de la planète sont sous le sol africain. Comment expliquer que la majorité de la population n'a pas accès aux bénéfices des recettes qui procèdent de la vente ou de l'extraction de ces ressources? Parce que justement, nous avons tout fait pour ne pas nous occuper d'une bonne partie de la chaîne de valeur de la transformation. Tant que l'Afrique ne s'engagera pas sur le chemin de la transformation qui crée la valeur ajoutée, parce que c'est en créant de la valeur ajoutée justement qu'on crée des emplois, qu'on fait de la richesse, eh bien on sera toujours des sous-hommes dans la mentalité universelle. Ceci ressemble très fort à une déclaration présidentielle. Est-ce que vous êtes candidate à la présidentielle du Bénin, Rekia Madougou? Oh là là, cette question elle revient très souvent et vraiment vous m'envoyez totalement désolé. Ce n'est pas du tout mon ambition. Pour ma part, je suis totalement engagée pour aider les populations africaines. Je ne me limite pas au petit canal de mon pays. Je suis vraiment engagée pour que les populations africaines puissent sortir de l'ornière par le canal de l'économie sociale de marché, c'est-à-dire l'économie inclusive. Rekia Madougou, merci d'avoir été notre invité sur YouBiz News, la chaîne Infomusement. À très bientôt, j'espère. Tout le plaisir était à moi. Merci à tous de nous rester fidèles. Cactus, c'est terminé. Restez branchés et scotchés sur YouBiz News, votre chaîne Infomusement.